informations sensibles. C'est tout. Ce n'est pas sorcier. Nous trouvons ça bizarre parce que nous sommes devenus un pays bizarre. Mais ce que le Rwanda fait, beaucoup de pays le font. La Russie, les États-Unis, tout le monde le fait. Et d'ailleurs, pendant la guerre froide, c'était un élément qui était qui était très utilisé. Donc, ce n'est pas sorcier. Cette histoire de Rwanda a tellement traumatisé les Congolais qu'on n'est plus capable de raisonner tout simplement sur le fonctionnement normal des États. Ce que le Rwanda fait, les autres États le font. Le problème chez nous, c'est que le débat est devenu controversé parce qu'encore une fois, on l'a emmené ce que j'ai appelé la wingetisation, c'est-à-dire, ah, vous voyez la figure, bon, l'aspect où le cousin sera avec la femme, c'est pas important. Le plus important, c'est est-ce que l'infiltration à travers les femmes ou des agents de services de renseignement féminin, c'est fait ou non? Oui, ça se fait. Et ce n'est Mhm. pas le Rwanda qui l'a créé, ce n'est pas le dernier État qui utilisera cette stratégie-là. Très bien, très très bien. Les amis, abonnez-vous massivement pour ne pas rater ce genre d'invités. Monsieur Patrick Mbeko, c'est pas n'importe qui. C'est un géopolitologue, hein, un écrivain, et une personnalité qui a écrit plus de 5 livres. Et aujourd'hui, il est invité justement dans des plateaux télé partout au monde. Alors, merci de bien vouloir vous abonner, hein, et surtout de profiter ces genres justement de live, hein, où vous sentez le cerveau, un Eurydice justement qui pense, et tout est en son honneur. Et un monsieur très très lucide. Vous écoutez bien, il répond à mes questions qui sont vraiment des fois pièges, mais il le répond avec lucidité. Mais monsieur Mbeko, euh, les contrats signés justement par Tshisekedi sont-ils plus avantageux que ceux de l'ère Kabila ou assistons-nous à une nouvelle braderie organisée des richesses congolaises? Si on est objectif, on dira que en 7 ans, Tshisekedi a quand même fait beaucoup de dégâts que Kabila en 18 ans. Il faut être lucide et ça va choquer beaucoup de gens, mais parce que souvent les gens me disent, mais Mbeko, vous avez beaucoup critiqué Kabila, mais Tshisekedi, je dis toujours aux gens, la critique que je posais, le diagnostic que j'ai posé sur Kabila, je n'ai jamais changé. Mais je suis obligé de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Il y a eu beaucoup de problèmes d'appréciation dans le gouvernement du Tshisekedi qui causent des dégâts énormes. Kabila, je vais vous raconter une chose. Vous savez, le projet de partage de richesses, les gens pensent que c'est Sarkozy qui l'a fait. C'est pas Sarkozy, ça vient de Kagame. Ça avait été discuté avec le président Kabila en 2005 en marge de l'investiture du président Jakaya Kikwete de Tanzanie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la gestion commune de ressources naturelles. Et puis ça a été repris par les Américains, dont Herman Cohen qui en a parlé dans un article dans le New York Times, et Sarkozy l'a repris après. Pendant tout ce temps, on n'a jamais exécuté. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, on est en train de le mettre en branle, ce projet, justement. Et il faut que les gens comprennent une chose. Vous savez l'accord que Tshisekedi a signé? Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est une copie conforme de l'accord que Tshisekedi avait proposé à Kagame en 2021, avant que les deux hommes en viennent à se disputer aujourd'hui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si les Rwandais se sont retrouvés à la table de discussion à la demande des Américains, c'est parce qu'ils ont justement dit aux Américains que Tshisekedi les menait en bateau, que lui-même avait pris des engagements avec eux depuis longtemps. C'est tout ça là, qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation. Sinon, il faut que le Congolais se pose une question. Comment se fait-il que le Congo, la RDC, va voir les États-Unis, demande à négocier avec les États-Unis pour se prémunir contre le Rwanda, et arrive à la table de discussion et trouve le même Rwanda sous l'égide des États-Unis? On ne se pose même pas cette question-là. Puisque quand nous sommes allés voir les Américains, c'était pour se prémunir contre les Rwandais. Justement, Goma était tombé, Bukavu était tombé, on a fait appel aux Américains, on leur a dit, on vous donne nos minerais en échange, vous nous donnez le soutien diplomatique et la sécurité. Et on arrive à la table de discussion, en face, ce ne sont pas les Américains, mais les Rwandais, sous l'arbitrage des États-Unis. Est-ce que vous comprenez ça là? Les Mhm. Américains ont été les arbitres de la discussion entre Congolais et Rwandais, et à la fin, ils sont venus cueillir les fruits de leur implication en signant des accords économiques et avec le Congo et avec le Rwanda, alors que le Rwanda et le Congo ont signé un protocole d'accord sur ces minerais. Et encore aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont incapables de comprendre la lecture d'un document simple et qui défendent ça, qui vous disent, oui, mais Tshisekedi a fait de la diplomatie de haut niveau. Pendant ce temps, le reste du monde le regarde avec effarement.
Et c'est ça qui est triste. Et quand on compare l'époque Kabila à l'époque Tshisekedi, on voit bien qu'en termes de gestion, en termes de conduite des affaires de l'État, l'époque Tshisekedi est chaotique. Et je le dis avec pincement au cœur, après tout ce qu'on a dit de Joseph Kabila. Et je fais partie des gens qui ont été extrêmement critiques à l'égard de Joseph Kabila. Mais je me dois, en toute honnêteté intellectuelle, de dire les choses pour ce qu'elles sont. Parce que si aujourd'hui, je mens aux Congolais en leur disant ce n'est pas vrai, demain, la réalité des faits va me rattraper. D'où la nécessité d'être lucide dans ce qui arrive au Congo pour justement emmener les gens à changer de direction, à prendre des décisions qui aillent dans le sens de la défense des intérêts, non pas d'un pouvoir ou d'individu, mais du Congo et de son peuple. Hmm. En tout cas, bravo monsieur, hein, bravo pour votre lucidité intellectuelle et votre honnêteté également intellectuelle. Merci. Les amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Merci d'envoyer des objectifs, vous voyez, ça défile sur votre écran. Hein. Et alors, Je dois partir bientôt. Si les gens ont des questions, ils peuvent poser leurs questions rapidement. effectivement, on est en train de chuter. Comme ça, on va laisser les personnes monter et poser des petites questions. Mais au-delà du Rwanda, quels sont les autres... Excusez-moi la question. Dites-moi. Quand vous Oui. dites tapoter, ça veut dire quoi? Parce que je ne En comprends fait, pas. tapoter, en fait, des gens qui sont en bas, le fonctionnement de TikTok, c'est que pour que le live soit sécurisé, d'accord, ils doivent cliquer sur Mhm. l'écran. Ils doivent Ok. envoyer des objectifs, en fait, de live, ça veut dire des petits cadeaux, tout ça. L'algorithme essaie de sécuriser notre live parce qu'il y a des personnes, Ah, justement, d'accord. qui vont pas aimer ce Non, que mais vous ne dites. riez pas, hein. Je vois des gens qui rient. Je ne Oui. connais pas TikTok, j'ai pas de compte TikTok, donc j'essaie de Casbuti comprendre pourquoi envoyé le à Lotz. fonctionnement. Ouais. Oui, il connaît pas, voilà. Alors, il maîtrise pas TikTok. D'ailleurs, si vous regardez bien, on a essayé de connecter sur le compte de Madame Oro la guerrière. Nous lui disons merci. Mhm. Ça a été un retard. Donc, envoyez le cadeau à l'autre, Elianelka, justement pour sécuriser. Et voilà. Donc, il n'a pas un compte TikTok. Il avait créé un compte, justement, pour ce live. Merci vraiment hein, pour cet honneur. Et voilà. Voilà. Justement, j'ai une question. Au-delà du Rwanda, quels sont les autres, voisin qui joue un double jeu avec la RDC et que fait réellement l'Ouganda dans tout cela? Mais l'exemple le plus emblématique, c'est l'Ouganda. Parce que l'Ouganda soutient le M23. L'Ouganda fait partie des pays qui ont créé le M23 avec le Rwanda. Ça, c'est très important de comprendre. Or, l'Ouganda est allié de la RDC dans la traque des ADF pendant qu'il soutient le M23 qui combat la RDC. Et quand le rapport des Nations Unies, quand les experts des Nations Unies disent que l'Ouganda est impliqué, que fait le gouvernement congolais? C'est silence radio. C'est tout ça qui fait que les autres pays qui comprennent ces enjeux-là ne nous prennent pas au sérieux. Vous tapez sur le Rwanda à juste titre, vous êtes incapable de taper sur l'Ouganda qui soutient le même M23. Et si j'étais Joseph Kabila, par exemple, je passerais par l'Ouganda. Est-ce qu'ils vont accuser l'Ouganda d'être complice? On ne l'a pas encore fait. On ne l'a pas encore fait, alors que l'Ouganda est un allié du 1-23. Et pire, c'est que les gens ne savent pas, et je le sais de source sûre, c'est que l'Ouganda, il y a des réunions qui se tiennent en Ouganda impliquant le 1-23 et des groupes armés soutenus par des officiers de l'armée ougandaise pour coaliser de sorte à faire front face à l'armée congolaise qui, elle, évolue auprès de l'Ouganda dans la partie de l'Uturi. Et au moment où on parle aujourd'hui, il faut que les Congolais comprennent qu'une partie du territoire congolais, parce qu'on parle beaucoup du Rwanda, mais pas de l'Ouganda, mais une partie de notre territoire qui est sous domination, sous influence ougandaise. Les gens mangent, utilisent la monnaie ougandaise. C'est très important de le savoir. Quand on parle de balkanisation, on a le regard braqué sur le Rwanda, mais on oublie ce qui se passe à la frontière avec l'Ouganda. Et le pire dans l'histoire, c'est que les Ougandais sont rentrés au Congo sans avoir eu à demander l'autorisation du gouvernement congolais. C'est quand le gouvernement de Tshisekedi s'est aperçu que l'Ouganda voulait rentrer de force sans permission qu'on a décidé de faire ce communiqué dans lequel on a dit que le Congo et l'Ouganda allaient mener des opérations conjointes contre les forces négatives qui peuplent la partie de l'Uturi. Et c'est ça qui est terrible. Et vous allez voir que les soutiens du gouvernement congolais, eux, ne disent rien sur l'implication de l'Ouganda. Vous allez voir que la plupart des gens vont vous parler du Rwanda, mais très peu vous parleront de l'Ouganda, qui, de temps en temps, se fait l'allié du Rwanda quand il s'agit de déstabiliser le Congo, chacun essayant de garder des zones d'influence à l'est du pays.
malheureusement, dans l'Est du pays. Effectivement, hein, vraiment, ça fait. C'est le constat que nous remarquons tous les Congolais justement. Ce silence justement alarmant du gouvernement congolais, c'est déplorable. Peut-être ils ont peur justement de l'Ouganda, peut-être ils ont peur d'avoir deux ennemis, alors que au lieu de fouiller le problème, il faut justement les affronter. Bah, justement, moi, je vais quand même essayer de faire monter tous les intervenants parce que justement, c'est la partie justement où les personnes vont monter. Certains seront d'accord avec vous, d'autres non. D'accord? C'est Et tout à fait normal. ce C'est qui est tout à tout fait à fait normal. normal. Ils vont me poser aussi des questions. Et voilà, je pense que la plupart aussi, sûrement, ils vont reconnaître justement votre travail parce que voilà. Et de toute façon, nous avons plus de 20 modérateurs qui sont en bas. S'il y a un déplacement de langage, ne vous en faites pas. Ils seront là. On va faire chuter des personnes. Je pense que les critiques, et les accepter, mais pas les insultes ou le déplacement enfin, l'écart de langage. Je vous invite donc, les amis, de bien vouloir tapoter. Et aussi, ne faites pas monter les gens, je vais faire monter les gens moi-même, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, ne faites pas monter les gens, je vais faire monter les gens, s'il vous plaît. Alors, je vais donner la parole à Madame Abde Mastermind, voilà, qui va prendre la parole. Madame Abde Mastermind, on vous écoute. Merci. Bonsoir, bonsoir Patrick. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et désolé pour tout ce qui s'est passé au début. On était au bout d'annuler ça, mais j'ai dit non, le monde attend. Donc merci énormément pour ta patience et guys, Patrick c'est mon frère. Donc, quand vous avez besoin, ça c'est vraiment mon frère. Je suis vraiment contente. Je vais pas poser de questions. Moi, je suis privilégiée de poser les questions quand j'en ai besoin. Donc, allez-y, je vais laisser les autres poser les questions. Très bien, on va donner justement la parole à Monsieur Dulos. Merci, voilà, je profite de saluer tout le monde ainsi que l'invité de ce soir. Alors, j'ai deux petites questions. La première question, c'est par rapport à votre biographie. Vous avez travaillé avec Monsieur Ngwanda. Alors, tous nous savons que c'est Monsieur Ngwanda qui a ramené cette histoire sur la nationalité de Kabila. Alors, que pensez-vous par rapport à la nationalité de Kabila? Pensez-vous exactement qu'il est étranger ou il est congolais? Alors la deuxième question, ça serait par rapport aux Américains, parce que je vous ai vu très frontalier avec les Américains. Que pensez-vous par rapport à un gouvernement aujourd'hui qui met leur espoir sur les Américains? Vous pensez que quelque chose de bien petit sortir dans ce sens-là, parce qu'on a l'impression que là, certains gouvernements aujourd'hui, leur espoir est basé sur les Américains. Est-ce qu'on peut compter aujourd'hui les Américains? Merci. Pour Kabila, et une chose, vous demandez il est congolais ou étranger, Kabila est congolais. Si vous me posez la question de savoir s'il est d'origine étrangère, ça c'est autre chose. Voilà, donc il faut toujours dissocier. Si vous me posez la question, je suis congolais, je vous dirais non. Parce que quand je suis devenu canadien, j'ai perdu automatiquement ma nationalité congolaise. Mais je me définis comme congolais. Mais si on pose la question de savoir c'est quoi la nationalité de Patrick Mbeko, on vous dira objectivement qu'il est congolais. Mais oui, je suis d'origine, non, je suis canadien, mais je suis d'origine congolaise. C'est la même question, c'est le même problème avec Kabila. Kabila, au Congolais, il a été chef d'État de la RDC. Ce sont ses origines qui interrogent. Et nous, dans Stratégie du chaos, justement, avec Honoré Mbanda, on voulait, parce que Mbanda voulait qu'on mette Rwandais et tout ça. Moi, j'ai dit non, on doit utiliser des éléments probants qui nous permettent d'expliquer pourquoi on le dit. Et nous nous sommes appuyés sur tout ce qui avait été dit à son sujet bien avant qu'il arrive au pouvoir et quand il est arrivé au pouvoir. Ceux qui ont lu Stratégie du chaos l'ont vu, on l'a documenté parce qu'il y a des gens qui l'ont présenté comme quelqu'un qui était à moitié rwandais. Et c'est ce que nous avons justement fait. Mais pour savoir s'il est congolais ou pas, il l'est. Ce sont ses origines qu'il faut questionner. Il y a un trou noir quand il est question de ses origines et lui-même n'a jamais facilité la tâche aux gens. Ça, c'est pour la première question. Pour votre deuxième question, sur l'implication des États-Unis, ben, écoutez, tout pays qui se contente de mettre sa protection ou se contente des autres grandes puissances pour se protéger, ce sont des pays qui sont appelés à disparaître. Et surtout avec les États-Unis d'aujourd'hui, qui ne pensent à rien d'autre que leurs propres intérêts. Est-ce que vous avez vu comment les Américains se comportent vis-à-vis des Européens qui sont blancs comme eux,
qui appartiennent à la même civilisation que eux et qui appartiennent à la même coalition sécuritaire que l'OTAN. Ils se foutent des Européens. Donc, le Congo, l'appréciation du Congo est problématique, mais ça se comprend parce que le gouvernement de la RDC a son objectif, c'est de s'éterniser au pouvoir, pas de défendre les intérêts du pays. Et ça, je pense que les gens aux États-Unis, à Bruxelles, et même dans la plupart des pays africains l'ont compris, raison pour laquelle le gouvernement de M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à tirer profit de la situation actuelle dans laquelle le Rwanda avait été blâmé sans être véritablement blâmé. Le fait de laisser ou de compter sur les États-Unis pour sécuriser le Congo et son peuple me paraît assez surprenant pour un dirigeant qui a été élu, entre guillemets, pour protéger et défendre les intérêts de la RDC. Très bien. Merci beaucoup, hein. Alors, Monsieur Dulas, on va faire descendre. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors, Monsieur Mwanza. Allez-y, rapidement. Bonsoir Monsieur Elianelka et félicitations pour ce live. Bonsoir Monsieur Patrick Mbeko et bonsoir à tous. Voilà, Monsieur Patrick Mbeko, j'ai une petite question et si vous me permettrez, je ferai une petite analyse et vous me direz ce que vous en pensez. En fait, ma question est celle-ci. La crise actuelle de la RDC est-elle d'abord le résultat de l'agression extérieure, de la trahison interne ou de la faiblesse historique de l'État congolais? En fait, lequel de ces facteurs est le plus dangereux entre l'agression extérieure, la trahison interne et la faiblesse historique de l'État congolais? Alors, j'aimerais faire justement une petite analyse et dites-moi et j'espère vraiment me tromper. Alors, pour moi, d'après moi, c'est plutôt la trahison interne qui est un facteur très dangereux justement concernant la crise actuelle que connaît la RDC. Pourquoi je dis cela? D'après moi, ce n'est que mon analyse et on aimerait vraiment avoir votre avis d'expert là-dessus. D'après moi, donc, lorsque je parle de trahison interne, je vois directement le président Tshisekedi. Et je vais expliquer. D'après moi, le président est complice en fait de ce plan de balkanisation. Pourquoi? Déjà, lorsque nous commençons à examiner son accession au pouvoir en décembre 2018, il est clairement déterminé qu'il y a eu une négociation et dans ces négociations, il y avait Paul Kagame et Yoweri Museveni qui étaient justement à la clé de ces négociations. Ensuite, ses choix diplomatiques. L'accord de Washington, où il est clairement déterminé que la RDC a répondu favorablement à toutes les demandes du Rwanda. Donc ça aussi, c'est pour moi une preuve de complicité. Et aussi ses décisions sur le plan sécuritaire, ses nominations dont vous avez eu à parler à plusieurs reprises parce que je vous suis régulièrement. Donc la nomination de Chalingoza, de Masunzu, de Tomi Tambwe et tant d'autres rebelles qui répondent justement aux ordres du Tutsi Power, je dirais. Et même lorsqu'on voit ces nominations, en fait, parce que nous savons quand même notre pays est en proie à une situation sécuritaire très grave, mais lorsqu'il nomme comme ministre et ministre délégué un infirmier et un chroniqueur, donc on comprend on se dit mais il devrait plutôt nommer des personnes justement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais au contraire il nous nomme au fait des novices, des personnes qui ne connaissent rien du tout pour jouer ce rôle-là. Alors, je vais commencer à chuter. Et aussi le fait qu'il ait clochardisé notre armée, nos militaires, il faudrait dire, durant tout son premier mandat, nos militaires touchaient toujours entre 180 et 100 dollars. Posez la question s'il vous plaît. Oui, ma question a été posée, mais je fais mon analyse et j'aimerais que Monsieur Mbeko, justement, me dise que je me trompe. Alors, je vais chuter. Et lorsqu'on analyse sa politique de bon voisinage, il faudrait dire qu'Olivier Nduguire, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, était venu à Goma en novembre 2024 et il avait été reçu avec des honneurs militaires, s'il vous plaît, alors que le M23 avançait déjà sur le territoire congolais. Et aussi l'accueil en grande pompe, tel un président du général Muhoozi Kainerugaba, le fils de Museveni. Donc tout ça, pour moi, en tout cas d'après moi, Félix Tshisekedi est un traître au fait. Que pensez-vous de mon analyse? Et en fait, s'il faut répondre à la question, c'est parce que votre question de départ, c'était, vous avez parlé de la faiblesse de l'État, vous avez parlé de la traîtrise, et puis avec quoi d'autre?
Donc il y avait l'agression extérieure, trahison L'agression extérieure, interne la et trahison, faiblesse historique. exact. En fait, on ne peut choisir entre les trois. Ce sont les trois. Les trois forment un tout. Parce qu'un État un État stable se prépare à des agressions extérieures. Ça, c'est la première chose. Et un État stable est capable de contourner les manœuvres d'infiltration ou de traîtrise intérieure. Donc, tous les États normaux fonctionnels, ce sont des phénomènes qui existent. La raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de les percevoir comme au Congo, parce que les institutions sont fortes et fonctionnelles. Quand vous avez des services de renseignement qui fonctionnent, quand vous avez une justice qui fonctionne, en réalité, quand vous avez un État véritablement fonctionnel, le procureur général peut mettre la main sur le président s'il est impliqué dans une affaire qui implique les intérêts de l'État, du pays. Et s'il y a des traîtres, on met la main sur eux. S'il y a une agression, l'armée qui est bien formée intervient pour repousser cette agression. En gros, en fait, l'élément fondamental, c'est la faiblesse de l'État et des institutions congolaises. Parce que cette faiblesse permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, il y a eu cet accord qui a été signé. Juste un exemple, parce que vous avez raison dans votre analyse. Mais votre analyse pose une question, émet trois hypothèses et choisit l'une des hypothèses, alors qu'en réalité, quand on approche la question en termes d'État, c'est de manière globale. Donc, ces trois hypothèses sont fonctionnelles. Et les trois hypothèses sont fonctionnelles, mais la plus importante reste la faiblesse et l'inexistence même, entre guillemets, de l'État, parce que je considère l'État congolais comme un État failli. Et un État failli produit des présidents problématiques, produit des hommes politiques et des institutions problématiques. De cette déstructuration émergent les problèmes que vous relevez. L'infiltration facile, l'agression avec la facilité. Et d'ailleurs, c'est parce que l'État est problématique que, justement, l'armée n'est pas capable, on n'a pas une armée capable d'éloigner la menace que fait peser des pays comme le Rwanda sur la RDC. C'est parce que l'État est problématique qu'aujourd'hui, on compose avec une armée ougandaise qui fait le jeu du M23. Je ne sais pas si vous me comprenez. En réalité, c'est le Congo de manière générale qui est déstructuré, et je le dis toujours, le Congo est considéré comme un État failli. Toutes vos hypothèses, les hypothèses que vous avez avancées ne peuvent être dissociées. Il faut les garder ensemble parce que ça forme un tout cohérent qui permet d'expliquer aujourd'hui les conséquences de la faillite de l'État congolais. Un État qui produit aujourd'hui des institutions qui sont en faillite. Écoutez, il y a eu des négociations, il y a eu la signature d'accords de paix problématiques. Est-ce que ça a été débattu au Parlement? Est-ce que ça a été ratifié du côté congolais? La réponse est non. Du côté rwandais, ils l'ont ratifié, ils ont même fait toute une publicité, c'est passé à la télé. Et donc, ce que vous avez dit, M. Mwanza, est absolument vrai, mais il ne faut pas dissocier les trois hypothèses que vous avez avancées. Toutes ces hypothèses se rejoignent et permettent d'expliquer justement tout ce qui est en train d'arriver à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Je vous remercie pour votre question, merci. Monsieur Elie, si vous permettez, mais elle sera vraiment courte, 10 secondes seulement. Alors, une dernière question. En fait, le contrôle durable du territoire par le M23 ne constitue-t-il pas déjà une balkanisation de fait, même sans proclamation officielle? Ben, c'est une très bonne question et c'est ça c'est ça qui m'inquiète le plus parce que les gens s'attendent à ce que le Rwanda fasse proclamer une république à l'est de la RDC. C'est une erreur d'appréciation. Les stratégies évoluent. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une balkanisation de fait parce que l'État congolais n'a aucun contrôle sur cette partie du territoire qui est gérée par le Rwanda à travers les dirigeants du M23. Ce que le Rwanda veut faire, c'est de créer un État de fait. Une fois que vous avez créé un État de fait, vous pouvez par la suite faire tout ce que vous voulez. Vous savez ce qui s'est passé avec le Kosovo? Le Kosovo, du jour au lendemain, a proclamé son indépendance, bien entendu, rejetée par la communauté internationale, mais acceptée par 2 ou 3 pays occidentaux pour des raisons que nous savons. Et il faut faire extrêmement attention, justement. Parce que le Rwanda, ce qu'il fait, c'est que le Rwanda a compris qu'à Kinshasa, il y a des gens qui sont concentrés sur le pouvoir. Ce que le Rwanda fait parallèlement à cela,
il avance ses pions de sorte à créer un état de fait qui va empêcher un retour en arrière à l'état initial de la situation, autrement dit, à un état où le Congo pourra retrouver les territoires contrôlés et les administrer comme si de rien n'était, comme c'était auparavant. Le Rwanda avait créé un état de fait et malheureusement, les gens qui sont à Kinshasa sont en train de lui tendre la perche pour arriver à ses objectifs, à ses ambitions, pour atteindre ses objectifs dans la partie Est. Merci, Monsieur Mwanza. Merci pour cette question. Donc, je vais faire descendre et voilà, laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors, on va donner la parole à Madame Roro Laguerrière. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Mbeko. On va dire que je suis un peu émue de vous voir sur le panel et tellement heureuse. Papa, il dit, si je peux me confesser devant les 300 personnes qui nous suivent, c'est grâce à ce monsieur que j'ai découvert chez Philippe Simo que je suis aussi intéressée sur la politique congolaise. Voilà, je pense que monsieur Mbeko verra un peu. Et puis j'ai suivi un peu partout, je suis sur tous les réseaux que j'ai. Et vraiment, c'est un plaisir de vous écouter et on s'ennuie jamais avec vous. En tout cas, merci d'être là. Alors, ma question, elle était surtout sur sur le point de vue, on va dire, de la population. Monsieur Mbeko, est-ce que vous pensez pas que la communauté congolaise est très distraite, notamment, et aussi assez endormie à cause de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le phénomène des pasteurs? Et aussi, pensez-vous que l'État congolais joue un peu là-dessus parce qu'on a pu voir notamment Monsieur Tshisekedi négocier notamment la paix du pays avec des évêques, avec des pasteurs, avec tous ces gens-là. Est-ce que vous pensez pas que c'est un plan qui est vraiment fait, que ce soit Monsieur Tshisekedi ou Monsieur Kabila, qui est fait vraiment pour endormir la population congolaise, pour leur dire de croire et de ne pas pouvoir se rebeller? Merci beaucoup. Merci pour la question et pour vos mots précédemment. Je crois que vous avez raison. Moi, j'ai toujours fustigé cette histoire d'église et je ne le dis pas par haine ou par ressentiment à l'égard des pasteurs, juste que ce phénomène est devenu un cancer dans la société congolaise. Il faut comprendre, il faut se poser la question de savoir comment le phénomène des églises se métastasait à un cancer dans un corps atteint. Ce qui est arrivé d'abord, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a eu deux guerres importantes qui ont déstabilisé le pays au point de le clochardiser, surtout la deuxième guerre du Congo. Par la suite, les pasteurs, l'État étant défaillant, les pasteurs se sont substitués à l'État. Ça a commencé comme ça. Et avec le temps, le phénomène a pris de l'ampleur au point où aujourd'hui au Congo, le pasteur devient beaucoup plus important que les intellectuels et même que les hommes du gouvernement qui eux-mêmes s'en remettent au pasteur pour conduire les affaires de l'État. Et aujourd'hui, il faut dire une chose qui est vraie, c'est que les églises participent à l'abrutissement des populations parce que c'est devenu un commerce. Je ne viens pas remettre en question la foi ou la croyance des gens, mais il faut apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Et dans le cas du Congo, il faut dire que les églises jouent un rôle extrêmement nocif. Et le pouvoir s'appuie sur ça. Et quand vous parlez de la responsabilité même du Congo, de la diaspora congolaise, j'en fais partie et je peux vous dire que la diaspora congolaise, ou même les Congolais de manière générale, sont devenus un problème pour leur pays. Pourquoi? Parce que au regard de la situation que connaît le Congo, on ne peut pas assister à ce type de déchéance morale qu'on observe aujourd'hui dans la communauté congolaise, que ce soit au pays ou dans la diaspora. La situation est critique et je crois qu'aujourd'hui, une partie du problème réside dans les églises que moi j'appelle les temples d'abrutissement massif, qu'il faut contrôler d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes arrivés à un point où, aujourd'hui, les affaires des églises, les pasteurs ont une considération beaucoup plus importante. On a une considération à l'égard de pasteurs qui est beaucoup plus importante que des gens qui militent pour le Congo. Je vais vous donner un exemple pour comprendre à quel niveau le Congolais est tombé. Regardez aujourd'hui, je vais prendre deux exemples simples qui vous permettent de comprendre à quel point nous sommes devenus un peuple stupide et généralement imbécilisé. Excusez-moi l'expression, j'en parle, je suis Congolais moi-même. Si vous prenez le cas du docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, cet homme fait le tour des grandes capitales pour plaider la cause du Congo. C'est au Congo qu'on l'insulte et qu'on glorifie les pasteurs. Au Congo aujourd'hui,
un pasteur a une plus grande importance qu'un prix Nobel de la paix dont les actions sont auréolées aux quatre coins du monde. Le docteur Mukwege est très peu connu des Congolais qu'à l'extérieur de son pays. C'est une réalité. Vous posez la question sur un pasteur congolais, Marcelo, je sais, Kimbi, on les connaît. Ils sont enrichis sur le dos de la population, ils sont respectés parce qu'ils abrutissent les masses populaires. Et quand vous êtes abruti en tant que peuple, vous devenez un danger pour vous-même parce que vous développez des réflexes autodestructeurs. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le cas du Congo aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple plus récent qui peut paraître banal. Vous prenez notre compatriote qui s'appelle Lumumba, qu'on a surnommé Lumumba à la Coupe d'Afrique. Regardez le comportement des Congolais. Ce compatriote qui fait le geste, qui reste figé pendant les matchs de football, c'est un homme qui rappelle aux yeux des étrangers, notamment de tous ceux qui suivent l'actualité, la symbolique de Lumumba. Mais pendant le temps au Congo, il était négligé. Tout ce qu'il faisait, son geste était négligé. C'est aujourd'hui qu'on lui accorde de l'importance parce que les étrangers lui ont accordé une certaine importance. Les Congolais ne comprennent même pas que si les étrangers soutiennent le geste de cet homme, c'est parce qu'il y a une symbolique. La symbolique qui est liée à la personne de Lumumba. Au Congo, je peux vous dire que la plupart des Congolais, surtout des jeunes, ne savent même pas qui est Lumumba. Ils entendent parler, mais son parcours, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent le parcours des pasteurs. Ils peuvent vous raconter la vie des pasteurs. Ils peuvent vous raconter la vie des femmes de pasteurs. Mais sur leur pays, les histoires de leur pays, ils ne savent rien. Ils débattent comme dans des maquis. En gros, pour conclure, je vous dirais, vous avez totalement raison. Et si on ne contrôle pas les églises dans ce pays va disparaître. Parce que pour moi aujourd'hui, les églises jouent sur la sphère spirituelle le rôle que joue le 1-23 sur la sphère militaire. Et donc, il faut, à un moment donné, contrôler ces églises, ces temples d'abrutissement massif, si l'on veut au moins réinitialiser le mental de l'homme et de la femme du Congo. Sans ça, le pays court à sa perte et le pouvoir politique s'appuie là-dessus parce qu'il comprend très bien que les églises jouent un rôle d'asservissement mental des gens pendant que le pouvoir cherche à se renforcer. Et d'ailleurs, ce sont les hommes soi-disant des dieux que le pouvoir politique convoque quand il s'agit de faire sa promotion d'une manière ou d'une autre. Oui, ma soeur, vous avez totalement raison sur le rôle des églises et il faudra tôt ou tard contrôler ces temples d'abrutissement massif. Très bien. Mais merci beaucoup. Mais merci beaucoup les amis. Je vous invite donc de bien vouloir vous abonner. Hein, abonnez-vous massivement. Vous êtes nombreux, mais j'ai remarqué peu se sont abonnés. Et merci de vous abonner parce que bientôt on va aussi recevoir, Dieu merci, un Mbokani. Donc ne ratez pas. Vous savez, hein, on diversifie, que ce soit la politique ou voilà. Tapotez en même temps et merci de vous abonner. On va donner la parole à Monsieur Honorable. Oui, bonsoir Monsieur Lee, bonsoir Monsieur Mbeko, bonsoir tout le monde. Monsieur. Monsieur Mbeko, avant de vous poser ma question, j'aimerais d'abord qu'on puisse se mettre d'accord, vous et moi, sur la doctrine de Weber et aussi de Maurice Duverger, qui nous explique qu'un acteur politique sans pouvoir institutionnel ne peut être architecte d'une crise d'État. Il faudrait aussi j'aimerais aussi rappeler ici, parce que vous l'avez étayé ici, que cela soit bien écouté une bonne fois pour toutes, à tous nos compatriotes qui nous suivent, qu'il y a un principe fondamental à la science politique et en droit constitutionnel qui dit ou qui explique que la responsabilité première d'une crise politique incombe aux détenteurs effectifs du pouvoir institutionnel au moment où la crise se manifeste. Donc, de ces faits, nous pouvons comprendre que le président Joseph Kabila Kabange est lié ni de loin ni de près à cette crise politique qui gangrène la RDC actuellement. Il résulte plutôt des choix, des alliances de M. Tshisekedi et de la direction qu'il a amené le pays. Maintenant, selon vous, peut-être que ça peut paraître une question aussi simple, mais moi, j'aimerais quand même vous écouter et surtout, j'aimerais que M. Tshisekedi puisse vous écouter également à travers ces canaux qui peuvent peut-être être ici, tout simplement. Quelles seraient, selon vous, en 3 lignes, pour ne pas être long, des solutions durables pour nous faire sortir de cette crise? Merci. Je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans votre question. À partir du moment où il faut avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ou aux places qu'il faut, il faut que le peuple arrête d'être complaisant. Ça, c'est un problème que nous avons.
Nous avons quand même un président qui dit une chose et son contraire et ça nous fait rire au lieu de nous choquer. Ça, c'est déjà problématique. C'est vrai que ce que vous avez dit est totalement vrai, mais il ne faut pas oublier que chaque peuple, comme on dit, a aussi les dirigeants qu'il mérite. Nous devons, je le dis, être exigeants envers nous-mêmes, nous Congolais. Nous devons devenir exigeants envers nous-mêmes. Les principes doivent primer sur les antivaleurs. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, même si on nous disait, si on déplaçait, on enlevait les Congolais du Congo, on mettait d'autres personnes, ils vont peut-être faire mieux que nous. Regardez le niveau de conscience politique et historique qui existe dans une partie d'Afrique de l'Ouest. On n'en voit pas en Afrique centrale et surtout pas en RDC. Et nous avons un problème d'hommes. Le Congo n'a pas un problème de ressources, le problème a un problème d'hommes, entre guillemets de ressources humaines. Tant que nous aurons des dirigeants que nous avons, tant que nous serons complaisants vis-à-vis du mal, tant que nous trouverons des arrangements avec la médiocrité, rien n'évoluera. Ce qui fait la différence dans des pays, c'est la qualité d'hommes et de femmes qui composent ces pays. C'est aussi simple que ça. Vous savez, quand le président Poutine a pris le pouvoir en Russie au début du XIIIe siècle, il y avait près de 40% de Russes qui mangeaient dans les soupes populaires. Les gens ne le savent peut-être pas, mais la Russie était dirigée à partir de Washington. Aujourd'hui, la Russie est revenue au devant de la scène avec les grandes puissances et ne discute qu'avec les grandes puissances. Près de 25 ans plus tard, la Chine, je donne ces exemples-là parce qu'on aime beaucoup parler de ces pays, mais on ne connaît pas leur parcours, leur trajectoire. La Chine a souffert dans les mains des Occidentaux. Ils ont avalé de couleuvres, ils ont accepté, mais ils ont travaillé. Ils se sont imposés des hommes et des femmes qui avaient une certaine vision de ce que devrait être la Chine. La Chine ne se bat pas pour devenir la grande puissance. Eux, ils sont dans une logique de renaissance. Donc le rapport à l'histoire même est profond et fort. Les Chinois ne voient pas le monde de la manière occidentale. Ce sont des gens qui ont une vision du monde qui est chinoise. La Chine a été la grande puissance il y a plusieurs siècles. La Chine était la plus grande puissance. Quand ils travaillent aujourd'hui, c'est pour redevenir la grande puissance, pour redevenir la Chine d'antan, qui s'imposait dans le monde et qui pesait sur les questions mondiales. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de se dire de devenir occidentaux, c'est pas leur problème. Et au Congo, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont une certaine vision du monde, qui ont comme fil conducteur principes et valeurs. Nous sommes dans un pays, malheureusement, où les principes ont disparu et les valeurs avec eux. Vous savez que le Congolais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous le savent, il ne dit jamais la vérité. Il dit ce qui est utile à celui qui est au pouvoir pour en retour avoir quelque chose. C'est incroyable. Nous avons une génération de jeunes gens qui ne connaissent pas Lumumba, par exemple, qui ne connaissent pas son parcours. La génération là, qui a la trentaine aujourd'hui, la plupart des jeunes qui ont la trentaine, n'ont connu que l'époque Kabila et Tshisekedi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de conscience politique. Ils n'ont pas de conscience historique. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est considéré comme normal. Aujourd'hui, à Kinshasa, les gens vivent dans une poubelle géante et trouvent cela normal. Quand vous dites qu'il y a un problème dans le choc des gouvernants, ceux qui défendent les gouvernants, ce sont les petits domestiques, là, les gens qui les suivent. Là. Excusez-moi de tenir ces propos. Aujourd'hui, la politique du pays se fait sur les réseaux sociaux. Le président dit une chose et son contraire. On n'est pas choqué. On en rit tellement c'est devenu comique. Oui, je peux comprendre cela. Mais tout cela participe à quoi? À la déchéance morale, à la déstructuration des cœurs et des esprits, et par ricochet à l'effondrement de tout un pays. Que ce soit riche ou pas. Tant que les hommes et les femmes seront médiocres, le Congo sera médiocre. Si l'homme et la femme congolais changent, le Congo changera. Ce qu'il faut, c'est changer l'homme congolais. Parfois, les gens, quand je vais dans des conférences, les gens me demandent des solutions miracles. Et je leur dis, la solution, c'est toi et moi. Nous devons cesser de prendre des arrangements avec le mal et les antivaleurs. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont évoluer. On a parlé tantôt excusez-moi d'être un peu long dans ma réponse. Vous avez tantôt parlé
de l'infiltration. Pensez-vous qu'on a besoin d'infiltrer un pays qui a une population à l'état d'esprit clochardisé? Non, on peut juste corrompre les enfants, les fils et les filles du pays pour atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas nécessairement besoin d'infiltrer des gens. Il suffit de corrompre les hommes et les femmes du Congo pour atteindre certains objectifs. Pourquoi? Parce que les antivaleurs ont pris le pas sur la raison et sur les valeurs morales, les principes. Aujourd'hui, on prêche la bêtise, on vit dans la bêtise et le pays est dans un état de clochardisation accélérée. Changeons de mentalité, changeons, imposons-nous des hommes et des femmes de valeur et le Congo reflètera ces gens-là. Et ça Merci serait, beaucoup. selon vous, la Merci. solution... je peux pas rebondir, c'est bon, hein? Non, D'accord. merci beaucoup parce que voilà, on doit donner quand même les autres. Je suis désolé. J'aurais vraiment voulu rebondir, mais comme je peux pas, c'est pas grave. Non, Merci. laissez-le rebondir, allez-y. Allez-y. Ok. Vite fait. D'accord, donc j'ai bien compris en un mot, selon vous, pour nous faire sortir de cette crise, il faudrait travailler sur l'homme congolais. Certes, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, Jacques Demestre disait, hein, si vous venez de dire ici, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Donc aujourd'hui, Chilombo, à l'état actuel, avec son erraticité diplomatique, son incohérence diplomatique, est à peu près, ou sinon, l'image du Congo d'aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir quelle est la solution politique, parce que c'est ce qui est important maintenant. Parce que là, maintenant, on nous parle d'un dialogue après un déhabilement politique qui nous a fait perdre du temps, et là, on retourne encore à une solution africaine, des solutions sur la base politique. Ça serait quoi, selon vous? Et puis, je m'arrête là. Sur le plan politique, il faut changer les gens qui sont là. Si vous voulez que je sois cru, il faut se débarrasser de ceux qui sont là pour être un peu plus poli. Vous ne pensez plus à un dialogue intercongolais inclusif et global sur des bases... Parce que selon moi, les problèmes... Selon moi, M. Mboko, excusez-moi, pardonnez-moi d'écorcher votre nom, je n'ai pas fait exprès. Selon moi, les problèmes n'ont jamais été dans les textes. Là où je vous rejoins, en parlant des hommes, nous avons eu un président qui a fait un travail, je dirais, magnifique pendant 18 ans. Certes, il n'a pas tout fait, il a quand même beaucoup fait, dans la mesure où il a mis fin à ce qu'on appelait la guerre mondiale africaine, pour nous ramener au moins à l'ordre institutionnel. Et voilà un autre qui est venu. La première des choses qui lui arrive en tête, c'est de s'accaparer du pouvoir, manœuvrer, quitte à ce que les pays puissent être divisés, mais que lui garde quand même sa partie du pays pour régner comme président. Donc là, on comprendra que les problèmes, certes, c'est l'homme congolais. Ça n'a jamais été dans les textes. Là où je suis d'accord avec vous, il faut changer l'homme congolais. Mais à ces situations actuelles, moi, je pense que pour y arriver, il faudrait retourner à la table de négociation, revenir à l'ordre constitutionnel et ensuite on fera ce travail d'ailleurs de remplacer cette classe politique et puis d'envisager de travailler sérieusement sur l'homme congolais. Merci. Oui, c'est une option intéressante, en effet, oui. Mais encore faut-il avoir des gens sérieux, encore une fois. Merci, Monsieur Mbeko. Merci beaucoup. Je descends. Merci à vous. Alors, on va donner la parole rapidement. Les amis, merci de vous abonner. Hein. Abonnez-vous massivement. Hein. Merci pour ne pas rater les prochains invités. On va donner la parole à Monsieur Armand, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Eli. Je vais essayer d'y aller rapidement. D'abord, 2 mots avant de poser ma question. Le premier mot, c'est un mot de remerciement à la personne de Monsieur Eli parce que je pense que je ne pouvais pas rêver mieux que ça. Avoir Monsieur Mbeko sur le panel, c'est un immense plaisir pour moi. En tout cas, merci de nous l'avoir fait, de nous avoir donné ces moments. Je peux pas rêver mieux. C'est tout ce que je peux dire. Mon deuxième mot, c'est pour Monsieur Mbeko. Je vous ai lu, en tout cas, j'ai lu 2 de vos livres et ça a toujours été très intéressant et je voudrais commencer par saluer votre pertinence et la profondeur de votre travail. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, un honneur de vous avoir pour compatriote. Alors, ma question, c'est sur, je dirais que j'ai été bluffé, enfin, comment vous le dire en fait. Je partage la plupart de vos analyses. Ce sera ma question. Lorsque j'ai eu l'impression que vous avez eu tendance à les dédouaner de la question de l'F-123 et j'aimerais vous demander comment vous expliquez le rapport onusien qui a dit à un certain moment, je sais plus c'était en quelle période de l'année dernière, un rapport onusien qui disait que non,
Joseph Kabila et Moïse Katumbi avaient eu des contacts avec des responsables de l'AFC 123. Les rapports onisiens en question n'avaient pas fait de détails là-dessus pour nous dire c'était quoi le contact en question. À part ça, comment est-ce que vous nous expliquez le départ qu'il y a eu du M23 seulement lorsqu'ils étaient jusqu'à Bunagana pour pouvoir créer une branche politique avec à sa tête Corneille Nangaa. Et une fois que la branche politique avait été créée, on a vu beaucoup de gens qui étaient des collaborateurs de Joseph Kabila qui ont pu rejoindre cette branche politique de cette rébellion. Comment y a-t-il eu ces rapprochements à partir du moment où Corneille Nangaa a pris les commandes de l'FC 123? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas si ma question elle est bien comprise, mais voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Il y a deux choses. Vous voyez, quand vous parlez de Joseph Kabila, de son rôle, par exemple, vous dites que les Nations Unies ont parlé de contact, mais ne sont pas allés plus loin. Donc, c'est raison de plus, en fait, qui confirme ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand on fait un travail de recherche sérieux, on n'est pas dans des... On n'est pas... Il ne faut pas avoir une vision tunnel, comme on dit. Il faut éviter de faire dire au fait ce qu'on aimerait, nous, que ces faits soient. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais parlé de l'implication directe de Joseph Kabila, parce que j'ai d'abord voulu vérifier l'information qu'avait donnée le président Tshisekedi. Quand je vous ai dit, j'en avais discuté avec des gens dans les services de sécurité, et on m'avait fait comprendre qu'il n'y avait pas de preuves attestées. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, si je vous pose la question, sur quoi repose l'affirmation selon laquelle Joseph Kabila est le chef du M23, on n'a rien. Sauf ce qu'a dit le président Tshisekedi, sauf ce que les gens racontent, on n'a pas un élément attesté pour dire que oui, c'est lui. On n'a pas. Quand on est scientifique, on ne s'avance pas sur ce terrain-là quand on n'a pas des éléments attestés ou des faisceaux qui nous permettent de dire oui, il y a des éléments qui peuvent nous permettre de conclure qu'il y a au moins une connivence. On n'a pas ça. Si vous me dites qu'il y a eu des contacts, effectivement, les Nations Unies l'ont dit. Mais vous pensez qu'il n'y a que les gens de Kabila qui sont en contact avec Nangaa? Non. Je peux vous dire qu'il y a des gens au sein de l'Union sacrée qui sont en contact avec les gens de Nangaa, mais qui ne se dévoilent pas. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui sont comme ça. Maintenant, si vous revenez à la création de l'AFC, de Corneille Nangaa, il faut rappeler que l'AFC est né après le M23. L'AFC est venu donner au M23 une connotation plus que congolaise. C'est la raison pour laquelle vous avez vu beaucoup d'anciens proches de Kabila, ou sont encore proches de Kabila, qui ont intégré l'AFC M23. Mais regardez bien quand on parle de cette question. Vous allez remarquer que les grandes décisions viennent du Rwanda, les petites décisions viennent de Corneille Nangaa. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est souvent comme ça. Maintenant, quand vous parlez encore une fois du rôle de Joseph Kabila, il ne suffit pas de dire, en tout cas pour le scientifique, pour l'enquêteur que je suis, il ne suffit pas de dire qu'on a vu des amis de Kabila avec Nangaa pour dire que Kabila est le chef de l'AM123. Vous comprenez? L'enquêteur, lui, essaie d'avoir des éléments, des faits attestés qui lui permettent de dire c'est ça. Et c'est justement là le problème du côté du président Tshisekedi. Vous savez, quand on est conseiller du président, quand on est dans les services de sécurité de renseignement, on a une rigueur analytique à toute épreuve. Il ne s'agit pas de dire au président ce qu'il a envie d'entendre. Il faut dire au président les faits tels qu'ils se présentent et lui donner des options qui vont lui permettre de prendre des décisions encore une fois éclairées. Et c'est en cela qu'il y a une erreur du côté congolais. Parce qu'à partir du moment où vous accusez Joseph Kabila, admettons même que Joseph Kabila soit le chef du M23. Mais que fait actuellement le gouvernement congolais? Il est en train de négocier avec le M23. C'est ça le problème. Et au final, vous passez pour des abrutis parce que justement, les gens ne vous comprennent pas. Et c'est pour ça que je dis, cette question congolaise, moi, il y a deux façons d'analyser. Ou vous analysez comme les fanatiques qui appartiennent au camp politique, ou vous analysez comme un observateur neutre qui essaie de comprendre. Et quand vous essayez de comprendre, vous devez vous départir de vos œillères, vous devez vous départir de vos appréhensions. Parce que moi, je suis celui, je fais partie des gens qui ont été extrêmement durs à l'égard de Joseph Kabila. Mais je ne l'ai pas été parce que je le détesterais, non.
Je ne déteste même pas Kagame, je veux vous dire. Moi, j'aimerais voir Kagame être jugé. Être jugé un jour pour tous les crimes qu'il a commis. Mais le détester ne changera rien à sa vie. Donc, j'essaie d'avoir une distance et d'être froid dans l'analyse des faits. Et quand j'examine la position de Kabila jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé des éléments à tester qui me permettent de dire c'est lui le chef du M23. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas, ou qu'il serait ou non le chef du M23 qu'il ne porte pas de responsabilité dans ce qui s'est passé, qui est arrivé à la RDC. Il a sa part de responsabilité. Mais aujourd'hui, c'est Tshisekedi le président. Et si on doit condamner quelqu'un pour son comportement, pour sa gestion de la crise, c'est le président Tshisekedi, personne d'autre. Même pas Corneille Nangaa, qui est dans son rôle de sous-traitant d'une politique pilotée à partir de Kigali. Il appartient à Tshisekedi de défendre la maison Congo. C'est comme un homme, un père de famille. Un père de famille, ses enfants, sa femme, sa famille attendent de lui qu'il les défende. C'est comme ça que ça marche. Il ne dira pas, mais c'est pas ma faute parce que le voisin était plus fort. Sa femme, ses enfants, sa famille ne verront pas ça. Tout ce qui est intéressant, c'est de dire, nous sommes capables de compter sur papa parce que papa est capable de défendre la maison contre des intrus, y compris les voisins. Et ça, à ce niveau, le président Tshisekedi ne le fait pas. Par conséquent, c'est lui qui doit être tenu responsable de ce qui se passe. Il n'y a qu'au Congo où on reproche à un ancien chef d'État d'être responsable de la gestion de la République par un autre chef d'État. Ça ne se passe pas comme ça. Au Canada, nous avons aujourd'hui le Premier ministre qui est là. Je peux vous dire qu'il ne se contente pas de ce qu'a fait M. Trudeau ou de ce qu'avait fait M. Harper. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une responsabilité quand on prend le pouvoir et on doit accepter d'être comptable de tout ce qui se passe quand on dirige le pays. Merci beaucoup, hein. Merci, cher Armand, pour votre question. Merci beaucoup, cher Eli. Je rappelle que ceux qui sont ici, ce sont les dernières personnes à intervenir, hein. Merci à vous, monsieur Armand. Merci beaucoup. Monsieur Rocabol, allez-y. Oui, merci, Papa Eli. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour, messieurs Mbeko. Merci beaucoup pour votre travail que vous faites d'éveil de conscience, un travail énorme. En tout cas, merci beaucoup. Ravi de vous avoir aujourd'hui sur les panels. Ma question, elle est celle-ci. Vu que nos acteurs politiques, en l'occurrence le gouvernement, est complice, comme vous l'avez démontré ce soir, c'est des choses que nous, on a l'habitude de dire. Vous avez dit beaucoup de choses qu'on a l'habitude de dire ici. Ça me fait plaisir que ça sort de votre bouche. Ça a une autre ampleur. Maintenant, est-ce que les opposants ne sont pas aussi complices? Parce qu'on dirait, on ne les voit pas trop, parce que eux sont en opposition. Là, c'est eux qui vont diriger le pays. On voit que nos dirigeants sont avec les États-Unis. Nos agresseurs sont avec les États-Unis et même nos opposants. Est-ce que nos opposants ne sont pas aussi complices comme les gouvernements, comme on vient de le dire ici ce soir? Première question. Deuxième question. Là, je suis pas trop d'accord avec vous. J'ai comme l'impression que vous avez épargné un peu Kabila. Mais je veux poser juste une question sur Kabila. Les massacres de Mukungubila, les massacres de Kamwena Nsapu, les massacres de Bundu Dia Congo 2 fois. Après, il y a eu des massacres des activistes des droits de l'homme, chez Beya, Bazana, Armatungulu, Rossi Mukendi et autres, Thérèse Kapangala. Vous pensez que Kabila n'a pas de lien avec tout ça? Merci beaucoup. À vous, monsieur Mbeko. Je commence par votre deuxième question. On ne m'a pas posé de question sur la responsabilité de Kabila dans les massacres durant son mandat. Il faut comprendre que je ne réponds qu'aux questions qui me sont posées. On m'a posé la question. Effectivement, je n'ai pas posé la question sur ça. Le chef du M23. Ouais. Donc, je me limite à répondre à la question qui a été posée. Si vous me posez la question de savoir si Kabila est responsable de massacre de Mukungubila, tout ça, ben oui, il était le président, c'était lui qui était à la tête du pays. Il est responsable, il est comptable de tous les massacres qui ont eu lieu pendant son mandat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous me demandez encore une fois sur le 1-23, c'est différent. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut faire très attention. Moi, je ne suis pas un partisan, je suis un analyste. J'essaie d'avoir un travail intellectuel sérieux. Donc, je ne mêle pas les sentiments, si vous voulez. J'essaie de voir les choses pour ces questions. Si on me présente un fait, si vous me dites, est-ce que Kabila est responsable du massacre de Mukungubila? Je vous dis oui. Si vous me dites Kabila était responsable des massacres de Bundu Dia Congo, je vous dis oui. Si vous me posez la question sur les massacres qui ont été perpétrés hier, je vous dirai non.
C'est juste factuel. Maintenant, par rapport aux opposants, vous relevez un point important. Je ne veux pas parler de complicité parce que les opposants ne sont pas au pouvoir. Par contre, je peux parler d'une forme de responsabilité. Les opposants congolais, ça c'est un constat que j'ai fait, pas seulement les opposants, mais même au niveau de la société civile. Au Congo, il y a un très grand complexe à l'égard de l'Occident, qui est très très profond. Le Congolais est très complexé par tout ce qui vient de l'Occident. Et ces hommes politiques sont pareils. Et c'est la raison pour laquelle vous les voyez tous aller aux États-Unis, même si les États-Unis se révèlent être aussi en même temps l'allié du Rwanda. Et nous pensons qu'en faisant des courbettes devant les États-Unis, ça changera quoi que ce soit, ça ne marche pas comme ça. Quand on est un homme politique au Congo, où on aspire à devenir président, il faut être ouvert à toutes les éventualités, à tous les partenariats. Je ne dis pas qu'il faut être l'ennemi de l'Occident, pas du tout. Moi, je vis en Occident, j'ai la nationalité canadienne, je ne veux pas cracher sur la soupe. Mais je dis tout simplement que quand on est responsable politique, on a une responsabilité en tant que quelqu'un qui veut gouverner demain un pays comme le Congo. Et le Congo n'est pas un pays occidental, c'est un pays africain. C'est un pays qui est dirigé par des gens qui doivent rencontrer les intérêts du peuple congolais. Donc, par conséquent, quand on veut aspirer à ce poste, il faut discuter avec tout le monde, y compris les Chinois et les Russes. En RDC, on ne le fait pas. Pour la simple et bonne raison qu'on a peur de ce que vont penser les Occidentaux de décisions comme ça, de parler avec le Russe ou non. On le voit, on l'a vu avec le président Tshisekedi, on le voit avec les autres opposants. Ils sont tous pareils. Même quand vous allez au niveau de la société civile, c'est toujours, ah, mais les Occidentaux pensent ceci, les Américains ont dit ceci, les Français ont dit ceci, les Belges ont dit cela. Mais vous aurez remarqué une chose par contre, les Rwandais ne sont pas comme ça. Bien qu'ils soient avec les Occidentaux, bien que Kagame soit le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale, il se permet de multiplier les partenariats quand il s'aperçoit qu'avec les Occidentaux, ses alliés traditionnels, ça ne marche pas. C'est ce qui est arrivé en 2012, après les premières sanctions contre le Rwanda à cause justement du M23. Le Rwanda avait opéré un basculement stratégique auquel très peu de personnes ont prêté attention. L'un des plus grands partenaires commerciaux du Rwanda aujourd'hui, c'est la Chine. Ce ne sont pas les États-Unis. C'est très important de garder cela à l'esprit. Et quand il y a eu, quand les États-Unis ont haussé le ton avec cette histoire du M23 à Uvira, on a vu le lendemain le ministre rwandais des Affaires étrangères, toute une délégation en Russie. C'est-à-dire que les Rwandais ont une vision très claire de ce que sont leurs intérêts. Ce que ne semble pas être le cas du Congo où l'on croit que tout se résume à l'Occident, ce qui est malheureux pour des gens qui prétendent diriger un pays aussi stratégique. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbeko. Alors, les modérateurs, je vous prie de ne plus faire monter les gens, hein, parce que voilà, voilà. Merci de ne plus faire monter les gens. J'avais une question pour Monsieur Mbeko. Madame, mettez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont arrivées, si c'est en l'ordre d'arrivée, donc patientez, votre tour viendra. Donc, je disais que merci de ne plus faire monter des gens. Ce sont les derniers intervenants. Voilà. Si vous voulez monter, attendez lorsque notre invité pourra rentrer chez lui tranquillement, il doit se reposer. OK? Merci. On va donner la parole à Madame Coach. Madame Coach, allez-y. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir déjà le panel. Et merci Elie déjà pour cette opportunité. Et merci à vous pour justement votre invité, Monsieur Beko, si je prononce bien. Moi, j'avais deux questions à poser justement à l'invité. Ma première question. Vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir actuel avec Félix, c'est un échec. Je l'entends avec le gouvernement et tout ça. Par contre, aujourd'hui, nous savons que ce monsieur-là, sur le terrain, a fait quelque chose. Donc, quand je dis il fait quand même des choses, notamment ses actions, je vais lister la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité. Ma deuxième question, qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que par rapport à l'autre qui est passé, ça fait 18 ans, il a rien mis sur le terrain? Ma dernière question concerne l'armée congolaise. Est-ce que aujourd'hui nous parlons de l'armée en disant que cette armée est infiltrée depuis 7 ans? C'est ce qu'on entend. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, nous aujourd'hui, pour désinfiltrer cette armée? Et dirons-nous aujourd'hui que l'armée, le Congo n'a plus d'armée, il n'y a que des milices, les Wazalendo. Je m'arrête là. Merci.
Non, par rapport à votre première question, la gratuité de l'enseignement et tout ça, ce sont de très bonnes mesures. Maintenant, l'applicabilité peut-être pose problème, comme l'ont montré d'ailleurs plusieurs reportages, parce que je ne crois pas que vous, madame, ou même quelqu'un dans l'entourage de Tshisekedi fait scolarise ses enfants, pardon, dans les écoles publiques congolaises. C'est une contradiction et encore personne n'envoie même ses enfants se soigner dans les hôpitaux publics. Les gens envoient leur famille à l'étranger dès qu'il y a un petit problème. Mais ceci dit, le fait qu'il y ait eu cette idée de mettre en place cette gratuité est une très bonne chose. C'est dans l'articulation qu'il y a un problème. Mais l'idée, elle est très bonne. On ne peut pas jeter le bébé l'eau du bain. Je suis assez pragmatique et j'ai assez de distance pour comprendre que oui, je ne peux pas dire ici que tout ce que tu sais qu'il y a fait est négatif. Ce serait malhonnête. C'est pas sérieux. Il y a des choses qui ont été faites sûrement qui sont bonnes. L'idée de la gratuité, elle est très bonne. L'idée de la gratuité pour dans les écoles et puis dans les maternités, c'est une très bonne chose. Maintenant, l'articulation pose problème. Il faudra peut-être corriger à ce niveau-là. Maintenant, s'agissant de l'armée, on parle beaucoup d'infiltration, toutes ces choses-là. Moi, je l'entends. Je l'avais d'ailleurs dénoncé, on l'a dénoncé dans Stratégie du cœur et du mensonge. Mais je pense que l'armée est un corps, c'est un tout. Les défaites militaires ne s'expliquent pas nécessairement uniquement par le fait qu'on soit infiltré. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, il vous ment, c'est que cette personne vit au 19e siècle, il ne comprend pas les réalités du fonctionnement de l'armée aujourd'hui. L'avancée, l'évolution technique fait qu'on peut aujourd'hui vous écouter à distance. Les Rwandais n'ont pas nécessairement besoin d'infiltration. Si vous avez des moyens techniques très avancés, on peut suivre de près vos mouvements. Ils ont des drones, ils ont des capacités de brouillage que nous n'avons pas. C'est ça le problème. Sur le terrain technique, le Rwanda se montre aussi supérieur. Il y a une supériorité militaire qui n'est pas due à l'infiltration, mais justement à l'organisation même de notre structure militaire. C'est là où se situe le problème. Notre armée est malade, non pas parce que nous n'avons pas d'éléments, mais parce que la structure même politique est problématique. Il y a des détournements des deniers publics, il y a des détournements des fonds destinés aux militaires. Comment voulez-vous qu'un militaire qui gagne $150 aille mourir au front pour des dirigeants qui gagnent 20, 25 000 pour les députés et des millions pour les gens qui sont à la présidence? Est-ce que quand vous regardez la RDC aujourd'hui, sincèrement, vous regardez la situation de la RDC, l'occupation d'une partie du territoire national et le comportement des dirigeants politiques et militaires, pensez-vous que les deux sont en adéquation? La réponse est non. Et c'est là où se situe le problème. Il y a un vrai problème structurel qui ne se limite pas seulement à l'infiltration. Au niveau logistique, l'organisation, tout est déstructuré. Si on avait une armée fonctionnelle, même les infiltrations dont vous parlez allaient être découvertes ou même extirpées. Pourquoi? Parce que l'infiltration, le noyautage, l'espionnage fait partie de la guerre. Ce sont les éléments de la guerre. Quand vous regardez la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce qui se passe? On infiltre, on noyaute, on utilise parfois des Russes qui sont retournés. Je ne sais pas si vous avez vu récemment l'image d'un responsable politique russe qui a été arrêté dans sa voiture parce qu'il était impliqué, il va être accusé de connivence avec les Américains qui font la guerre à la Russie par Ukraine interposée. Ça, ce sont les réalités de la guerre aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à force de répéter cette histoire d'infiltration, beaucoup de Congolais, un grand nombre de Congolais est convaincu que c'est l'infiltration qui fait la défaite des FARDC. Non, pas du tout. On n'est même pas capable, sur le plan technique, de rivaliser avec l'armée rwandaise qui se met à jour au jour le jour, alors que du côté congolais, on n'a même pas la capacité d'acheter des bottes neuves à nos militaires. Regardez les tenues, même les tenues militaires de nos hommes. Ça laisse à désirer. Donc, je vous donne des exemples aussi simples pour que vous puissiez comprendre à quel point le mal est profond. Et donc, les gens se limitent à parler de l'infiltration et à en faire l'élément central de la défaite militaire, alors qu'en réalité, il y a un problème structurel d'ensemble qu'il faut corriger. Et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, quelqu'un peut, avec les moyens techniques, rester à Kigali et intercepter toutes les communications de l'armée congolaise. C'est une infiltration à un autre niveau, à un niveau technique. Tout ça, ce sont des choses
qu'il faut expliquer aux gens. C'est vrai, moi j'entends du discours, l'armée monte en puissance, ceci, cela, et parfois ça fait sourire parce que les FARDC, c'est 140 000 hommes, et l'armée rwandaise, c'est 35 à 40 000 hommes. Je ne sais pas si vous mesurez l'écart qui existe entre les deux, mais ce n'est pas seulement le nombre qui fait la force, c'est aussi la structure, l'organisation et les moyens techniques qu'on mobilise. Ce qui fait aujourd'hui la force de la Russie, qui fait craindre l'escalade à l'OTAN, ce n'est pas parce que les Arrêtez pays de de faire l'OTAN en monter nombre les gens. Excusez-moi, sont monsieur. beaucoup plus importants. C'est Mais pas sur possible. le plan technique, les Russes ont montré une supériorité. C'est ça qui fait peur à l'OTAN. Sur le plan technique, les Ukrainiens se sont beaucoup améliorés. C'est ça qui permet à la guerre de perdurer avec le soutien de l'OTAN. Ce sont ces éléments d'appréciation qu'il faut observer et analyser et essayer d'adapter à la réalité congolaise. Face à une armée rwandaise techniquement mieux équipée, les forces armées congolaises ne feront rien, même s'il n'y avait pas d'infiltration. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement une question d'hommes. C'est aussi une question de logistique, de matériel, de technique de combat. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et sur ces terrains-là, il y a des cases que nous n'arrivons pas à cocher. Et c'est ça qu'il faut corriger, ce problème structurel. Merci beaucoup. Merci, Elie. Je vais descendre. Elie, si tu peux me permettre juste une minute, je descends. Entre Kabila Nanga et Félix, vous vous positionnez où? Je descends. Merci. Nulle part. Très bien, mais merci beaucoup. Alors, les amis, vous qui faites... Papa Eli, une Oui. seconde, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste me donner le privilège au Matselanga Musique, s'il te plaît? Ça, c'est juste mon request, s'il te plaît. C'est moi qui le faisais monter. Juste musique, s'il te plaît. Ok, faites-le monter, mais Excusez-moi, par j'ai contre, eu ne un faites appel. plus monter les Oh, gens. excusez-moi, j'ai eu un appel. Je suis fatigué. Papa Eli, est-ce que Matselanga, juste musique, s'il te plaît? Ça va être très court, sa question, s'il te plaît. Juste musique, s'il te plaît, Il est face please. à deux mondes. On va Ok, donner merci. Madame Claire la parole. Alors, bonsoir Papa Eli, bonsoir Monsieur Mbeko. Bonsoir, Moi, Madame j'avais Claire. une question. J'allais vous demander comment faut-il interpréter, en fait, au vu du rapport des Nations Unies qui décrit une coordination militaire entre le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de notre pays. Est-ce qu'on doit encore analyser le M23 comme une rébellion congolaise ou plutôt comme un instrument d'une stratégie régionale du Rwanda? Et si c'est vrai, si c'est oui, quelles sont les implications géopolitiques de ce basculement? Une dernière question, que pensez-vous aussi du soutien inconditionnel des Banyamulenge à ce groupe-là M23? Pour ce qui est du soutien pour Tom 23, ça s'était documenté depuis 2012. Depuis 2012, on dit très clairement que le M23 est une création, et puis c'est une création que le Rwanda a laissée, qu'il instrumentalise par la suite pour atteindre des objectifs géopolitiques. Et donc les dirigeants congolais du M23 vont greffer leurs ambitions personnelles aux ambitions rwandaises. Mais le M23 reste un outil rwandais. Maintenant, les implications géopolitiques sont connues. Il y a cette implication qui a justement entraîné des sanctions pour le moins symboliques vis-à-vis des personnalités rwandaises justement et des certains membres du M23. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que ces sanctions et ces positionnements occidentaux ou même étrangers se fait aussi en fonction du positionnement, du comportement congolais. Si du côté congolais, les occidentaux s'en perçoivent qu'ils doivent avoir des interlocuteurs sérieux et rigoureux, je suis sûr et certain que le Rwanda sera lâché du jour au lendemain. Mais tant qu'ils auront l'impression que du côté congolais, il n'y a pas d'interlocuteur sérieux, ils continueront de traiter avec le Rwanda, qui à leurs yeux paraît beaucoup plus sérieux que le Congolais. Cela ne veut pas dire que le Rwanda est bon. Ça veut simplement dire sur le plan pragmatique que ce sont des gens avec lesquels on peut discuter. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, sur la question des Banyamulenge, ça c'est depuis très longtemps, depuis 96, c'est comme ça. C'est pas tout. Il faut garder à l'esprit que les Banyamulenge sont des Tutsis rwandophones. Le nom Banyamulenge est apparu dans les années 70. Ça n'a jamais existé comme tel. Il n'existe pas une population Banyamulenge. Ce sont des Tutsis rwandophones qui habitent dans une partie du Congo, qui ont voulu se dissocier, se démarquer de ceux qui sont arrivés pendant la vague là, des années 60, après la révolution sociale Hutu. Dans tous les cas, tous constitution des citoyens rwandophones, la plupart d'entre eux ont toujours soutenu les ambitions du Rwanda au Congo. Et ça a été amplement documenté. Je le montre dans deux de mes livres en tout cas. Merci beaucoup.